On est en 2024. Ça fait 30 ans que Dookie, le premier album à succès de Green Day, est sorti. Cette année, ils sortent Saviors, leur 14e album. Comment un groupe à l'origine punk a su faire sa place dans l'industrie musicale et continue à remplir des salles 30 ans après? Comment 3 jeunes de la banlieue de San Francisco ont réussi à gagner plusieurs Grammy, MTV Awards, être érigés au Rock'n'Roll Hall of Fame et placer un album numéro 1 des charts dans 16 pays différents? Et bien dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question. Commençons par une histoire. Excite les grandes villes et les projecteurs, bienvenue à Rodeo, en Californie. On est dans une banlieue industrielle de la Bay Area, la baie de San Francisco, qui sans celle-ci ne serait célèbre pour rien, mis à part ses raffineries. Alors on est loin du glamour des grandes villes, loin de la vie de rêve, mais loin des désastres aussi. C'est plutôt une vie normale. Billy Joe Armstrong, né en 1972 à Oakland, vivait dans cette ville depuis tout petit. C'était le plus jeune de 5 enfants, fils de 2 parents amoureux de la musique et d'un père notamment batteur. Pour la batterie, elle est au centre du salon familial et faisait la joie de tous les enfants. Rien qu'avec ça, facile d'attraper le virus de la musique. Et bien plus vite qu'on le croit, car alors que sa mère voulait l'inscrire à des cours de piano, ils font tous les deux la rencontre de Marie-Louise et Jim Fiatarone. Le couple verront directement en lui un potentiel qui va l'amener à enregistrer au studio Fantasy de Berkeley. Et gardez bien ce sujet en tête, car il aura son importance plus tard. De cette session sort le premier single d'Armstrong, un 45 tours vinyle, Look for Love. When everything seems to go wrong and you need somebody strong with a smile and a song. Look for love, look for love, look for love. Mignon, hein? Vous vous en doutez, c'est clairement pas ce single qui fera de lui un grand musicien. Car le vinyle, on parlait pas de CD à l'époque, n'a été tiré qu'à 800 exemplaires. Mais ça aura le mérite d'être un premier pas convaincant qui mènera Billy Joe, 5 ans à peine, à participer à des concours et à faire des concerts. Toujours en compagnie des Fiatarone, parfois de leurs élèves, mais surtout en compagnie de son père. Et s'il ne faisait que ça? À 7 ans, alors que déjà très doué en chant, il commence la guitare, grâce à une magnifique honneur rouge qui a été offerte par ses parents pour son anniversaire. Et à partir de là, il travaille la guitare aussi assidûment que le chant, et continue de s'améliorer tout en suivant les enseignements des Fiatarone. En bref, pour lui, les premières années de sa vie se passent plutôt bien. Il vient d'une famille modeste, mais il vit bien. Il a l'amour de sa famille, les encouragements de ses professeurs, et rêve de musique et de scène. Et on arrive en 1982. Billy Joe, 10 ans, perd son père à la suite d'un cancer de l'œsophage. Son monde idyllique s'écroule et l'insouciance fait place à la dure réalité de la vie. Ça l'amène à se renfermer dans un refuge, la musique. Et le jeune Billy, il continue de progresser, et il fait la rencontre de George Cole, son nouveau professeur de guitare. Ensemble, ils jouaient des après-midi entières. Billy Joe et sa guitare rouge, et George et sa Fernandez Stratocaster bleue. Et cette Fernandez, elle obsédait Armstrong. Il lui avait même donné un nom, Blue. Il en parlait tout le temps, fasciné et envieux, jusqu'à que sa mère finisse par l'acheter dans la boutique de George pour lui offrir en cadeau à Noël. Et depuis ce jour, Blue reste encore plus de 40 ans après la guitare fétiche du leader de Green Day. Non loin de là, à la Carquinez Middle School, Billy Joe, 11 ans, fait la rencontre de Michael, du même âge. Les deux déjà fans de rock deviennent rapidement amis. C'est même grâce à Mike que Billy Joe découvrira ses premières influences hard rock, Iron Maiden et Judas Priest. Breaking the law, 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 breaking the law. Michael Ryan Pritchard, enfin Mike, comme Billy Joe, était un enfant paisible, qui après la séparation de ses parents, décida de rester chez sa mère à Rodeo, dans la même ville que le chanteur. En rencontrant Billy Joe, celui-ci n'avait pas encore exploré la musique, en tant que musicien je veux dire. Il n'avait pas fait de scène ou d'enregistrement, mais il commençait tout juste à s'intéresser à un instrument, la guitare. C'est donc naturellement, très rapidement, que les deux garçons vont commencer à s'entraîner pendant des heures, avec Blue, bien sûr. Et Billy Joe montrait à Mike comment jouer, ce dernier apprenant à une vitesse extraordinaire. Pour que vous compreniez mieux ce que j'entends par vitesse extraordinaire, d'après David, le frère de Billy, Mike aurait en une seule soirée appris à jouer Crazy Train de Ozzy Osbourne, alors qu'il était incapable, au début de la même soirée, de jouer un accord. Et Crazy Train, c'est quand même ça. Piqué à son tour par la musique, il se mettra lui aussi à prendre des cours avec George Cole. Et c'est comme ça que Armstrong et Pritchard, les meilleurs amis, passèrent leur scolarité à répéter pendant des heures et des heures, pendant leur temps libre. Nous sommes en 87, et Billy Joe et Mike entrent au lycée. En quelques années, ils ont fait la rencontre d'autres passionnés, et ça tombe bien car ils aiment se rassembler chez Billy Joe pour jouer ensemble. Chez lui, le salon est transformé en véritable studio de répétition. Bon, vous avez compris, hein, j'exagère un peu. À cette époque, on est loin d'un véritable groupe de musique, mais les amis se retrouvaient assez souvent à faire des buffs.
Rien à voir avec la cuisine, hein. C'est un mot qu'on utilise en musique pour signifier des sessions. On joue avec d'autres musiciens des improvisations. Pour vous donner une idée, à l'époque on avait Billy Joe à la guitare et au chant, Mike à la guitare, puis leurs amis, Sean Hughes à la basse, et parfois Raj Punjabi à la batterie. C'est de ces sessions que va peu à peu émerger un véritable groupe, composé de Billy, Mike et Sean, qui prendra le nom d'une des premières compositions d'Armstrong, Sweet Children. Sweet children, sweet children, sweet children, will never react. Parallèlement à ça, les amis en pleine adolescence étaient à la recherche d'autre chose, d'une appartenance. Et logiquement, ils commencèrent à s'intéresser au mouvement underground local, le punk. Dès la fin 87, ils se rendaient donc à la New Place to Be, un club bientôt emblématique, le 924 Gilman Street, qui venait d'ouvrir il y a presque un an, jour de l'an 1986, à Berkeley. Le Gilman, c'était la quintessence du punk, un endroit sans hiérarchie, sans discrimination, sans loge pour les groupes. On était le bienvenu à tout âge et personne n'était mieux ou moins bien que les autres. Les groupes divisaient même en parts égales les cachets, qu'importe leur notoriété. Et ça plaisait, c'est dire. Et quand on y réfléchit, c'est normal car c'est ça la culture punk. C'est un mouvement contestataire, qui se veut contre la société, mais qui remet l'humain au centre. On est donc dans ce club, si particulier, construit sur un modèle associatif, et dont les décisions étaient prises par un comité. Et c'est ici que de nombreux groupes underground des années 90 ont émergé et incarné un renouveau du punk. C'est aussi ici que les jeunes Sweet Children vont s'abreuver d'une nouvelle culture, tellement ouverte à la création artistique. Au Gilman, lors des réunions du dimanche, tout le monde avait possibilité de faire entendre sa voix, mais également de se proposer pour aider aux tâches quotidiennes. De la programmation, de la sécurité jusqu'au ménage des toilettes, tout était géré par les membres du club. Et vous le devinez, tout le monde se battait, non pas pour les toilettes, mais pour participer à la programmation, dans l'idée de placer son groupe ou celui de ses potes. Et Billy et Mike, conscients de leur humble niveau musical, se portèrent volontaires pour la sécurité. Et même s'ils étaient jeunes et pas bien épais, leur aide était vraiment appréciée. Ils rêvaient de jouer sur cette scène, mais ils avaient encore beaucoup à apprendre. Et en même temps, ils voulaient aussi participer aux efforts nécessaires à la vie du club. Faut le dire, c'était surtout une très bonne façon d'être devant la scène chaque soir pour être plus proche des différents groupes venant y jouer. Et grâce à ça, ils ont observé, appris et ont à leur tour embrassé le mouvement. Mais le punk ne les a pas happés tout de suite, comme nombre d'autres. Oui, bon, ils étaient là tous les week-ends, devant la scène, avec la communauté underground de Berkeley, mais leur semaine était chez eux, en famille, à l'école ou au travail. Ils n'oubliaient carrément pas leurs responsabilités. En 87, Armstrong et Pritchard sont des habitués du club, et malheureusement, Sweet Children n'a aucune chance de jouer sur scène, et même pas en première partie. Et ça, c'est grandement lié au fait que les autres membres du club, mais surtout le gérant, Tim Yohannan, trouvaient leur son pas assez punk. Et ce sera le premier d'une longue série à le dire, mais on y reviendra plus tard. C'est aussi à ce moment-là qu'ils font la connaissance de John Keith May. Personne ne l'appelle comme ça, donc appelons-le par son nom de scène, Al Sobrante. Al, c'est à l'origine le batteur de Isocracy, groupe local composé de membres un peu plus âgés que Sweet Children. Comme Raj Punjabi était trop peu disponible, il finira par rejoindre Sweet Children qui manquait cruellement d'un batteur permanent. En raison de son âge, 4 ans de plus que les autres membres, Al prendra aussitôt le lead du groupe. Il jouera le rôle de grand frère. Il leur apportera une structure, les aidant à trouver des endroits où jouer, et à mieux gérer le côté administratif. Les cachets, les contrats, leurs conditions... C'est en grande partie grâce à lui que Sweet Children finira par jouer au Gilman fin 1988. Ceci, ça ouvrira au groupe de nouvelles portes, vers d'autres scènes, et marquera un tournant fort pour chacun des membres. Billy Joe, y voyant un signe, décidera carrément d'arrêter le lycée pour se consacrer à 100% à sa carrière. Sean, le bassiste, qui voyait le groupe se professionnaliser, laissa sa place à Mike, car il ne se voyait pas dans une carrière musicale. Et Mike, toujours fidèle à lui-même, continua les études, son travail étudiant et la musique, avec une implication déroutante. Pour l'anecdote, il allait jusqu'à emmener sa basse jusqu'en classe, où le son de l'instrument résonnait à l'oreille de ses camarades. Je le fais bien, hein. C'est d'ailleurs de ce son qu'il tiendra son nom de scène. C'est donc fin 88 qu'on dit adieu à Mike Pritchard, guitariste, et bienvenue à Mike Dirnt, le bassiste. Une page se tournait, et Sweet Children commençait à prendre la forme d'un véritable groupe professionnel. Billy Joe au chant et à la guitare, Mike à la basse, et Al à la batterie. Ils jouaient dans des clubs, mais aussi dans des soirées privées, qui étaient prisées des groupes de l'époque, pour se faire un peu d'argent, mais surtout un nom. C'est à l'occasion d'une de ces soirées qu'ils font la connaissance de Lawrence Livermore. Larry, car personne ne l'appelle Lawrence, est le fondateur de Lookout Records, label de punk rock américain, qui signera entre 87 et 2012 plus de 70 groupes et est considéré aujourd'hui comme label historique du renouveau punk des années 90.
Là, je vais trop loin dans la timeline. À cette époque, Larry, il signe Sweet Children dans son label fraîchement créé. Qu'on soit clair, je vous arrête, il ne crée pas un label pour eux. Non. Lookout Records, ça a été créé à la base pour produire le groupe de Larry, The Lookouts. Ce groupe, on va en parler, il est composé de Larry Livermore à la guitare, Ken Kong à la basse et Frank Edwin Wright à la batterie. The Lookouts, c'est un groupe de la ville de Woolwich. Il s'était formé autour de Larry. La particularité surprenante de ce groupe, c'est que Frank, le batteur, avait 25 ans de moins que Larry, le leader. Comment ça se fait ? Pour faire court, Frank est doué à la batterie depuis très jeune, et il a eu la chance d'avoir comme voisin Larry, qui reconnaissait son talent et voulait l'aider à le développer. Larry étant un voisin sympathique, était très proche de la famille de Frank, il offrit donc à ce dernier la possibilité de jouer dans un groupe très tôt, ce qui l'amenait à progresser très vite, tout simplement. Mais pourquoi cette digression sur The Lookouts ? Si vous connaissez déjà l'histoire de Green Day, Frank Edwin Wright n'est autre que Très Cool, le batteur du groupe. Et ce surnom étrange, il vient d'une histoire. Un Français, du moins un francophone, aurait dit à Larry, en parlant de Frank, il était très cool. Qualificatif qui deviendra son pseudo, utilisé dans The Lookouts, et qui finalement le suivra toute sa vie. Bon, encore une fois, je vais trop vite. Pour l'instant, on est en 88, et Trey a 16 ans. Il joue donc comme batteur pour The Lookouts, Billy et Mike ont aussi 16 ans, Al en a 20, et ils sont toujours les membres du groupe Sweet Children. Tous par contre, se retrouvent chaque week-end au Gilles. Larry a signé peu avant Billy, Mike et Al chez Lookout pour créer le premier album du groupe. Et spoiler alert, celui-ci ne sortira jamais. Sweet Children était sur le point de disparaître. On est le 28 mai 89 et Sweet Children, enfin Green Day, ouvre la soirée pour Operation Heavy au Gilman. C'est dans ce jour précis que Billy, Mike et Al décident d'abandonner le nom Sweet Children pour le nom Green Day, qui serait l'appellation finale du groupe. Mais pourquoi Green Day ? Comme pour Sweet Children, l'idée vient d'une composition de Billy Joe. On est cette fois-ci sur un morceau racontant l'histoire d'un bon sandwich salade, de la découverte d'une autre dimension. Pour être clair, les gars adoraient les gros terres, et ils ont trouvé ça génial de se trouver un nom de groupe qui parlait de leur passion complètement assumée pour la... Nous sommes pendant les vacances de Noël 89, et Green Day entre en studio, pour ce qui deviendra l'année d'après leur premier album, 1039 Smoothed Out Slappy Hours, que personne n'appelle comme ça, et que tout le monde surnomme 39 Smooth. Pour faire la promo de l'album, ils partaient pour leur véritable première tournée. 45 lieux différents, des bars, des soirées privées et quelques clubs punk de la région. Billy Joe, qui fera d'ailleurs la rencontre d'une certaine Adrienne, qui deviendra plus tard et qui est encore aujourd'hui sa femme, s'amuse, qui lui inspirera plusieurs morceaux, mais surtout un hymne qui résonnait déjà à cette époque. Après cette tournée, John, enfin Al, il commençait à perdre son enthousiasme. Cette vie de tournée, d'avenir incertain, de courir après les cachets, ça le préoccupait. Il a donc décidé de s'inscrire à l'université pour s'assurer un avenir meilleur, pensant que Green Day ne serait qu'une phase et ce serait un groupe qui se contenterait de jouer pendant les vacances scolaires. Mais Billy et Mike, ils n'avaient pas du tout la même vision. Eux, ils croyaient dur dans leur projet. Ils y avaient mis toute leur âme, pour eux, c'était leur avenir. Après ça, Armstrong et Durnt, ils avaient besoin d'un batteur permanent. Et comme ils s'entendaient bien avec The Lookouts, et qu'ils étaient du même âge que le batteur, ils se rapprochèrent peu à peu de Trey. D'abord pour des buffs, puis pour des remplacements ponctuels sur des concerts, jusqu'à ce que naturellement, Très Cool devint le batteur de Green Day. Et cette rencontre, ça a été l'élément déclencheur qui a permis au groupe de se propulser. Trey, il a apporté un vent de fraîcheur, et surtout un peu, beaucoup de folie, qui reste encore aujourd'hui une des signatures du groupe. Le Green Day que l'on connaît aujourd'hui venait de naître. 39 Smooth, ils vont bien, Green Day fait des concerts et voit sa fanbase s'élargir, ils font beaucoup de bruit en Californie du Nord, et ils commencent à étendre leur horizon vers une renommée nationale. C'est aussi à cette époque que de plus en plus de fans non-punk commencent à venir à leurs concerts. Green Day était doucement en train de rompre cette frontière qui séparait les punks des autres. Et c'était génial. En plus, parallèlement, en 92, il y avait une petite révolution qui avait lieu dans la musique. Nevermind, le deuxième album de Nirvana, était au sommet des classements. Le son grunge du groupe, qui basculait l'industrie musicale et ouvrait une nouvelle porte à des sonorités plus rock underground. Et pour Green Day, qui vient de sortir Kerplunk,
leur deuxième album, c'est parfait. Il est peut-être moins punk que 39 Smooth, mais Green Day s'y autorise de nombreuses expérimentations. Et on y voit une sorte de cocktail pop-punk qui emboîte très bien le pas au style qui avait propulsé Nirvana. Et ça aura du succès. L'album, il se vend à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires dès le premier jour, du jamais vu dans la scène punk californienne des années 90. Et de suite de ça, Green Day ne tarde pas à repartir en tournée. Ils font cette fois-ci salle comble grâce à leur réputation. Ils vont même dépasser les USA avec une excursion de quelques dates en Europe. Bon, on parle pas de Zénith, de stade, ça reste des petites salles, voire des hangars, mais c'était déjà énorme pour les punks et pour l'époque. En rentrant de tournée, bien qu'elle fut très éprouvante, le groupe en voulait encore plus. Et ça, leur label de l'époque, et surtout Larry, son gérant et ami, le comprenaient, et il les encourageait dans ce sens. Nous sommes le 6 septembre 93, et Green Day fait donc son dernier concert en tant que groupe indépendant. Comme une sorte de signe, celui-ci se passe au Gilman. Ce concert, qui a été enregistré, il reste ultra emblématique. C'est un morceau d'histoire du mouvement punk dans sa globalité. Ce sera la dernière fois d'ailleurs qu'ils se produiront au Gilman en tant qu'indé, car leur signature avec la Warner Music allait faire d'eux les parias du mouvement punk. Rien à voir avec le fait que la Warner est une mauvaise maison de disques, loin de là. On parle de la Major qui a signé Jimi Hendrix, Frank Sinatra, Neil Young, les Ramones, R.E.M., U2. Donc c'est une institution très prestigieuse, très reconnue. Mais justement, c'est un peu ça le problème. Green Day, les punks, les revendications, l'opposition à la société, signé avec le mainstream, c'est pas possible. C'est pas du tout punk. Oui, car le punk, c'est pas qu'un style de musique, pas qu'un style vestimentaire, c'est un tout. C'est une véritable culture. Et déjà que Green Day était souvent critiqué pour être trop soft pour du punk, et oui, ça les a suivis très longtemps, et bien leur signature avec la Warner, ça envoyait un message très clair. Ils ont pactisé avec le capitalisme, et ne sont donc plus punk. Et c'est comme ça. Et si c'est pas clair, on peut se référer aux règles de Gilman, qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Je cite, pas de racisme, pas de sexisme, pas d'homophobie, pas de transphobie, pas d'alcool, pas de drogue, pas de bagarre, pas de saut depuis la scène, pas de groupe signé sur des majors. Green Day n'a jamais vraiment été viré du Gilman. Mais les règles étaient claires, et ils n'auraient vraiment pas essayé de revenir les jouer. Et pour vous dire, après leur signature, pendant leur concert, de nombreux punks venaient manifester pour revendiquer le rejet du groupe de leur culture. Leur notoriété grandissante, ils trouvaient encore des lieux de représentation. Mais ils n'étaient plus acceptés dans ceux du mouvement punk. Pire même, ils sont devenus un vrai sujet critique, attisant longuement les moqueries et les mépris. Pour la scène underground, ils étaient devenus des parias. Et pour le reste du monde, un groupe de pop-rock. Et cette lutte d'identité entre underground et mainstream, on va le voir, elle va suivre Green Day encore un long moment. Mais on va être honnête, qu'on se l'avoue ou non à l'époque, tout le monde, les punks y compris, attendaient de voir ce que les trois gamins de la Bay Area allaient faire de cette opportunité en or. Nous sommes fin 93, Green Day venait de signer chez Reprise Records, au sein du géant Warner, label qui n'aura en cette heure pas encore quitté. Et forcément, le travail commence aussitôt avec Rob Cavallo. Rob, c'est le producteur qui les avait signés. Le groupe lui avait fait confiance assez rapidement, car il avait l'avantage d'être musicien, passionné, mais surtout ouvert au style et expérimentation du groupe. Et Rob, bon producteur, leur rendait très bien cette confiance. Il sublimait leur son. Et pour le voir, rien de plus facile, il suffit de comparer le Welcome to Paradise de Kerplunk au Welcome to Paradise de Dookie. Welcome to paradise. Welcome to paradise. Oui, Dookie, l'album sorti en 94, et qui allait sans le savoir rester un classique jusqu'en 2024. Ce même album qui fera plus de 10 millions de ventes. Ce même album dont la pochette représente un bombardement fécal. Alors vous l'aviez peut-être pas, mais c'est bien du caca qu'on le voit se déverser sur le titre de l'album, et l'explosion d'une bombe au centre de la pochette. Si vous l'aviez pas encore compris, Dookie, c'est une façon de dire crotte, en anglais. Bon, on va pas aller trop vite en besogne, on est encore que fin 93, et l'album il est tout juste enregistré, et en cours de mixage. Et comme un signe du destin, cet album, qui allait être explosif, était enregistré dans le même studio qui avait vu la carrière du Billy Joe de 6 ans débuter. Le groupe part pour une tournée en compagnie de Bad Religion, et c'est un tout autre niveau. Excite les petits clubs et les soirées privées, être la première partie de ce groupe signifiait jouer pour des salles de 2 à 3000 personnes. C'était un nouveau défi pour Green Day, qui avant la sortie de l'album, devait convaincre le public avec les 14 titres de Dookie. Bon, inutile d'aller plus loin là-dessus, mais la tournée elle se passe très bien. Leur performance est saluée, et tout roule pour le groupe. Bien sûr, Dookie fait son chemin, accompagné de ses singles emblématiques, Longview, When I Come Around et Basket Case. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?
Nous sommes au printemps 94, et le groupe rentre d'une nouvelle tournée européenne. Ils avaient vendu entre 200 et 300 000 albums, un record déjà, mais l'album continue encore à se vendre. Le petit groupe de la baie de San Francisco est en train de devenir un phénomène international. Tout roulait pour Green Day. L'album se vendait bien, ils étaient sous le feu des projecteurs, passaient à la télé sur MTV et ils allaient même jouer leur premier Lollapalooza. On aurait pu croire que, face à tout cet engouement, le groupe succomberait à la célébrité et déciderait à son tour de tourner le dos au peuple. Mais non, Green Day était au-dessus de tout ça. Et alors qu'ils semblaient au sommet, ils décidèrent de partager leur tournée, non pas avec des stars montantes du moment, mais avec un groupe signé chez Lookout, Pansy Division. Et la célébrité de Green Day, combinée à cette mise en lumière de Pansy Division, elle bénéficia beaucoup au label dans son entièreté, et donc à la musique underground, et par conséquent au G-Man. Green Day, qui devenait célèbre, savait d'où ils venaient, et voulait à leur manière tendre une main à la culture qui leur avait tant apporté. Ils n'étaient vraiment pas imbus et rancuniers. Et ça se reflétait aussi dans leurs shows. Au moment où ils remplissaient des salles dans tous les États-Unis, ils faisaient en sorte que leurs concerts restent abordables. Le Green Day né au Gilman n'avait pas changé, leur goût pour le challenge non plus d'ailleurs. Et quoi de mieux pour tester sa valeur scénique qu'un énorme festival. Et qui dit 1994, dit Woodstock. 25 ans après le festival originel, resté gravé dans les mémoires, Green Day est invité à jouer sur la grande scène, aux côtés de musiciens légendaires comme Bob Dylan, Santana, Metallica, ou encore les Red Hot Chili Peppers. Près de 300 000 personnes avaient fait le déplacement pour cet événement. À l'aube du 3e jour, Green Day devait monter sur scène pour le concert qui finirait de les propulser au sommet. C'était sans compter la météo. La pluie, qui avait démarré en trombe ce jour-là, recouvrait de boue festival et festivaliers. Et alors que Green Day allait ouvrir le concert avec Welcome to Paradise, une immense bataille de boue éclata. Une mêlée générale de gadou retranscrite en direct à la TV. Ce sont devant des millions de spectateurs, incrédules, que se déroula l'événement. Le bordel était tellement immense que Mike, confondu avec un festivalier, se fit même péter une dent par un agent de sécurité. C'était pas un concert, c'était une sorte de duel où Green Day ripostait verbalement et musicalement à des lancers de boue d'une foule de gamins hors de contrôle, jusqu'à se retrouver eux-mêmes couverts de boue à leur tour. Et en vrai, quelle ironie quand ton album s'appelle Dookie. Et je vous rassure, 30 ans après, cet événement, ça reste un souvenir amusant pour la plupart. Et finalement, le chaos d'une bataille de boue mélangé à l'effervescence infantile d'un public hilar, n'est-ce pas le plus bel hommage que Woodstock aurait pu faire à Green Day? Bon, cette question elle est totalement rhétorique. C'est pas un hommage, c'est le meilleur coup de pub possible. Et ça s'est senti dès le lendemain sur les ventes de l'album. On était sur un véritable buzz. Donc l'album continue à progresser, conjointement à la célébrité du groupe. Début 94, Green Day était un groupe local, composé de 3 célibataires, papillonnant de petits clubs en soirée privée, ne pouvant compter que sur leur maigre cachet et droits d'auteur indépendants. Et en ce décembre 94, ils étaient 3 millionnaires, nommés au Grammy, mariés ou fiancés, invités des plus prestigieux événements musicaux d'USA et d'Europe. Green Day était au sommet. Toujours fidèles à eux-mêmes, ils avaient décidé de rester près d'Auckland, au lieu de succomber aux sirènes de LA. Ils essayaient de disparaître du paysage médiatique, qui les avait tant encensés pour se concentrer sur leur famille et leur prochain album. Le plus dur pour eux, c'était de gérer ce qui était maintenant plus qu'une passion, une véritable carrière, tout en étant là en tant qu'adultes, responsables pour leurs proches. Cette nouvelle situation donna Insomniac, album dont le titre s'inspirait des Nuits Blanches, passées par Billy, qui s'occupait de son fils en bas âge. L'album, il sortit en octobre 95, et il voulait trancher net avec le passé de Green Day. Le groupe voulait revendiquer son appartenance punk. Un punk adulte, pas une création d'enfants pop-punk éloignés du mouvement. C'était un album sombre, et dur aussi bien dans ses clips que dans ses paroles. Et il y avait là-dedans une véritable envie de se détacher de son album précédent, et de réaffirmer ses origines punk, underground. Bon, il se vendra pas aussi bien que Dookie. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas rentré dans l'histoire, mais ça reste un bel album, avec des prises de risques intéressantes. Il donnera à minima un titre iconique, Brainstorm. The clock is laughing in my face. Crooked spine. My senses dulled. That's the point of delirium. On my own, here we go. Qui dit album dit nouvelle tournée, mais cette fois-ci le groupe était amer. La famille les manquait, l'ambiance des palais omnisports et autres aliments s'éloignaient de ce qu'ils cherchaient. On les surprenait même voir d'un mauvais œil les nouveaux groupes de rock qui émergeaient, comme les Smashing Pumpkins, car ils vendaient beaucoup mieux qu'eux. Du coup, les accueillants Green Day, qui préféraient, on le rappelle, partager l'affiche avec de jeunes artistes, ils se mettaient à cracher sur de nouveaux artistes dans la presse. On voit que ça n'allait clairement pas pour eux. C'est donc sans surprise qu'ils vont mettre fin à leur tournée européenne avant son terme, fatigués et ne désirant qu'une seule chose, rentrer à Auckland. Après ça, on a une nouvelle année qui s'écoule pour eux, et ils voulaient encore quelque chose de différent.
Là où Insomniac c'était une tentative de revenir au Green Day d'avant, et pas forcément une bonne idée, Nimrod, leur nouvel album, allait être une délivrance. Green Day allait enfin s'autoriser à explorer autre chose. Laisser tomber les musiques courtes et entêtantes pour explorer d'autres genres. C'était un peu comme tourner une page. Leur ambition, c'était de faire leur propre London Calling, en référence à l'album emblématique de The Clash. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. La création de Nimrod, elle fait pas de tout repos, car le groupe voulait le boucler en quelques mois à peine. Et ce côté extrême dans le travail, il ouvrit la porte à un autre extrême, l'alcool, les stupéfiants. Nimrod, c'était un peu leur âge rockstar. Péter des télévisions, foutre le bordel, on était en plein là-dedans. Et pour illustrer ça, il y a plein d'anecdotes, mais j'en ai une bien française. Pendant la nuit des Oscars 97, on a l'actrice française, Juliette Binoche, qui est en train de recevoir un prix pour son rôle dans le film Le Patient Anglais, réalisé par Anthony Minghella. Au même moment, à son hôtel, Mike Dirnt, qui occupait la chambre au-dessus de la sienne, s'amusait tout nu à montrer ses fesses à des journalistes et à déféquer sur le balcon du dessous, celui de l'actrice. Elle essaiera bien sûr, à son retour de la cérémonie, et en découvrant ce tas de dookies, de les faire virer. Voilà l'état d'esprit de Green Day. On va pas s'étendre sur leur connerie de rocker de 25 ans. Nimrod, c'est un bon album. Et le titre qui incarnait le mieux l'état spirituel, je devrais dire même spiritueux, du groupe à ce moment-là, c'est probablement Hitchin' a Ride. Volontaire ou pas, c'est pas du tout Hitchin' a Ride qui aura le plus de résonance à cette époque, mais bien la ballade pop Good Riddance, Time of Your Life. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. La tournée de Nimrod, elle s'est passée mieux que la dernière pour le groupe. Mais les salles, elles devenaient de plus en plus petites, à mesure que la flamme chaotique de Green Day s'éteignait. En même temps qu'eux, faut le dire, leurs fans, de la première heure, vieillissaient et ça s'agissait aussi. Et ce processus faisant, le groupe renouait avec une forme de simplicité. En s'éloignant de leurs frasques, de rockstar, et en se focalisant sur leur famille, tout en tentant des projets secondaires plus modestes. Dans cette logique, de 97 à 2000, les années passent, elles sont beaucoup plus confidentielles. Green Day revient néanmoins en 2000 avec l'album Warning, qui leur offre l'opportunité de tourner avec les groupes du festival Warped. Festival qui avait vu l'année dernière les débuts d'Eminem. Mais Green Day, au milieu d'un festival tendance, avec tant de groupes mineurs, entre guillemets, ça avait quelque chose d'étrange. Ouais, Green Day est en perte de vitesse, et il cherchait à regagner en notoriété. Dans cette logique, s'afficher aux côtés d'autres groupes, en train de monter, c'était pas vraiment une mauvaise idée. C'était aussi une bonne manière de se remettre le pied à l'étrier après leur pause de 3 années. Au même moment où des groupes comme Blink-182 et Good Charlotte, qui les citaient comme référence, sortaient des albums qui se vendaient mieux que Warning, c'était un peu l'étiquette d'un groupe has-been des années 90. Ça aurait pu leur taper dans l'ego. Cependant, Green Day, depuis leur époque rockstar, ils avaient dégonflé le boulard. Donc ils s'en moquaient un peu. Ils iront même partager une tournée avec Blink en 2001, le Pop Disaster Tour. Encore une fois, le public il était peut-être un peu moqueur en voyant ces anciennes légendes aux côtés de groupes émergents. Mais ça demeurait pour eux en fait un très bon choix de carrière. Vous pourrez croire de prime abord qu'ils admettaient humblement de plus être la référence, et qu'ils faisaient en sorte de laisser la place aux nouvelles générations, mais en vrai, c'était que partiellement le cas. Green Day était bien sûr heureux, et je veux dire vraiment heureux, de voir de nouveaux groupes leur succéder, mais ils ne souhaitaient pas pour autant lâcher leur carrière. Lors de cette tournée, ils mettront les bouchées doubles, pour faire mieux que Blink. C'était une sorte de rivalité amicale qui se mettra en place au niveau de la performance et de la mise en scène, pour leur montrer que les vieux n'étaient pas encore à la ramasse. Et tout cela, Warning, le Warped et le Pop Disaster Tour, ça allait préparer quelque chose. Un 7ème album, Cigarettes and Valentines. Sauf que cet album, il n'existe pas, car ces bandes, elles ont disparu pendant l'été 2003, volées sans doute entre 2 sessions d'enregistrement. Ce sont des heures et des heures de travail qui disparaissent. Mais cet épisode malheureux, il va pas arrêter Green Day. Il va donner naissance à 2 beaux projets. Leur side project, The Network, et un véritable 7ème album, qui allait faire un grand bruit. Je resitue le décor. En 10 ans, la mode, elle était passée du punk rock au ska et au néo-metal. Green Day, en 2003, ils sont bien loin. C'est plus devenu un marqueur historique qu'un groupe tendance du moment. Mais bon,
On est en 2003, et Green Day est sur le point de se produire pour un concert surprise au Gilman. T'as pas dit que c'était leur dernier concert là-bas le 6 septembre 93 car ils étaient bannis? Pour ceux qui ont suivi, j'ai bien dit que c'était leur dernier concert en tant qu'indépendant. Pour le bannissement, on va dire que la règle reste toujours la même concernant les majors, mais que bon, on peut avoir quelques exceptions. Dans le mouvement punk, ils sont pas idiots. Ils ont bien conscience de l'admiration de Green Day à leur égard, et 10 ans plus tard, ils sont prêts à enterrer la hache de guerre et de nouveau les accepter. Donc on a 10 ans de Green Day, 5 albums, plus de tournées encore, et enfin, ils peuvent rentrer à la maison. L'exil était terminé. Parallèlement à ce retour, Green Day était galvanisé. Ils entrent de nouveau en studio, avec une idée qui leur trottait en tête depuis longtemps, créer un opéra rock. Et c'est de ça que sort American Idiot, un titre, mais globalement, un album engagé. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. C'est un album un peu particulier. C'est une sorte de version romantisée de leur vie, racontant l'évolution d'un jeune de banlieue de classe moyenne inférieure, perdu et cherchant à comprendre son rôle dans un pays sujet à l'influence néfaste des médias et embourbé dans une guerre suite à des choix politiques contestables. On y voit ce que Green Day sait faire de mieux, du punk vindicatif jusqu'aux ballades mélodieuses. Sans les risques qu'ils avaient pris sur Nimrod et Dookie, American Idiot n'aurait pas pu naître. De la sonorité à la couverture jusqu'à l'image et la mentalité du groupe, tout montrait une transformation. Un renouveau complet, qui bien sûr propulsa Green Day, qui avait enfin fait la paix sur le fait qu'ils étaient certes nés du punk, mais qu'ils étaient bien plus que ça. Quelques petits scandales vont émerger en raison du côté politique de l'album. On y voit clairement une critique du conflit en Irak, initiée par George Bush, mais la sauce elle avait pris. La volonté c'était pas de créer un scandale pour le scandale, mais de faire réfléchir, débattre, notamment à travers les titres les plus politisés, American Idiot et Holiday. Et ça a marché, jusqu'à éclipser tous les autres albums du groupe, y compris Dookie. Car American Idiot tapa en une seule semaine la première place du Billboard. Les 5 singles de l'album, American Idiot, Holiday, Boulevard of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends et Jesus of Suburbia, ils rencontreront tous un franc succès. Et je pense qu'on peut le dire, ce sont aujourd'hui, 20 ans après, sans doute les morceaux les plus reconnus du groupe. Tout ça, on s'en doute, ça sera suivi d'une tournée qui cette fois-ci les emmènera à remplir des stades entiers. Ils vont donc s'inscrire dans la légende après avoir lutté des années pour les fantômes de la gloire de Dookie. Mais surtout, ils font la paix avec eux-mêmes en trouvant un certain équilibre entre la fame et leur amour de la musique. Adulés et détestés, de niche et pourtant si mainstream, ils étaient plus célèbres et plus punk que jamais. Et c'est pas moi qui le dis, mais bien les 12 millions d'albums vendus et le Grammy Award de 2006 pour le meilleur album de l'année. Et le fait que American Idiot finira par devenir un véritable opéra, joué sur scène dès 2009. Et vous croyez vraiment que l'ascension était terminée ? Déjà Green Day, ils sont sur une autoroute de kiff. Leur album il cartonne à l'international, et ils trouvent même du temps pour différents side projects, dont un, peut-être moins confidentiel mais uniquement connu des puristes, Foxborough Tubbs, avec lequel ils sortiront Stop Drop and Roll. Ce qui nous intéresse, c'est que Green Day allait taper encore plus haut. Petit saut en avant et on est en 2009 donc, avec la sortie de 21st Century Breakdown, un album complètement nouveau qui battra encore un record pour Green Day et se hissera premier des charts dans 12 pays différents. Et je m'arrête là. Non, vraiment, maintenant, l'histoire, c'est fini. Non pas que le groupe ne fait plus rien après ça, car il est très actif et il va sortir encore 6 albums, mais on peut dire qu'ils atteignent un rythme de croisière, avec un projet tous les 4 ans. On aura la trilogie Uno Dos Tre en 2012, Revolution Radio en 2016, Father of All Motherfuckers en 2020, et Saviors, qui vient de sortir en 2024. Et pourquoi je vais pas détailler ça ? Car la vidéo, elle dure déjà une plombe, et honnêtement, aussi car le travail de Mark Spitz et Yves Ballandré, sur lequel je me base, est tellement exhaustif dans les premières années du groupe que, je vais être honnête avec vous, je serais pas faire mieux pour les compléter, au-delà de 2005 avec autant de détails. Et surtout d'ailleurs, car pour moi, après 21 Guns, Mike, Billy et Trey, ils atteignent donc une vitesse de croisière. Le groupe trouve son équilibre entre ses side projects, plus confidentiels et malléables, tout en s'éclatant avec l'exposition médiatique de Green Day. On n'est plus du tout face à un groupe de jeunes devant ces grands questionnements, mais face à 3 musiciens expérimentés et apaisés. Les 6 derniers projets, en fait, ils sont libérés de cette course au sommet. Ils savent qu'ils n'ont plus rien à prouver, finalement. Et leur relation avec le mouvement punk, elle s'apaise aussi. On arrive dans une nouvelle temporalité, si proche de nous qu'il est difficile d'en connaître l'impact, avec du recul. Et en commençant cette vidéo, je voulais vous donner l'histoire de l'ascension de Green Day, et avec elle, celle du punk californien qui a pu influencer un tas de groupes. Et là, on approche du présent. Donc on va enfin pouvoir sortir de l'historique, et s'intéresser de plus près au rôle de piliers qu'ils ont joué, et jouent encore aujourd'hui, dans le punk, le rock, et même la pop.
Green Day, ils ont été l'inspiration et les grands frères en quelque sorte de beaucoup de groupes. On a cité les Smashing Pumpkins, Blink-182, Good Charlotte, et je pense qu'on pourra en citer encore beaucoup plus. Green Day, sauf pendant leur période tumultueuse, ils ont su garder un cap, celui de toujours faire attention à ce qui se passait après eux, et de toujours garder une main tendue vers les groupes leur succédant. Au-delà d'intelligence marketing d'un tel geste, c'est pour eux une super opportunité. De partager la scène avec d'autres groupes, de découvrir de nouveaux styles, et de s'inspirer mutuellement. C'est quand même un peu grâce à eux qu'on a eu des groupes qui ont pu sortir de l'underground, comme Pansy Division, Operation Ivy, ou très récemment, grâce à leur tournée commune avec Fall Out Boy et Weezer, Emil and the Sniffers. Take me to the beach, take me to the country. Come in the backseat if you love me. Fire me a car, I wanna go driving. Come in the backseat, the 24 Une émergence pareille, elle est possible car Green Day est un ovni, pop et punk, 100% dans les deux en fait. C'est vraiment actuellement le seul groupe à renommée internationale qui est capable de faire le pont entre deux cultures différentes, l'underground et le mainstream. Et ça, tout en étant reconnu des deux côtés. Et je crois pas me tromper, parce que si on a à peu près le même âge, quand vous regardez cette vidéo, je suis persuadé que vous aussi, vous l'avez eu, votre phase Green Day. Même si aujourd'hui ça vous a peut-être un peu passé, vous aviez sans doute un iPod Shuffle ou une clé USB MP3 sur laquelle tournaient en boucle un ou deux titres de Green Day, notamment d'American Idiot ou de 21st Century Breakdown. Et cet effet, ils l'ont eu en fait sur plusieurs générations d'adolescents pendant presque 20 ans. Et c'est pas lié seulement à leur ouverture d'esprit. Mais ça, on va le détailler ensemble. Green Day, c'est un groupe qui écrit lui-même toutes ses chansons. Bien qu'ils sont signés sur une major depuis longtemps, ils gardent cette autonomie assez rare. Qu'elle soit fantasmée ou non, chaque musique vient de leurs expériences. Et oui, c'est possible d'écrire soi-même 14 albums uniquement en parlant de son vécu. Il faut le dire, partager la scène avec des groupes de légendes, vivre des dizaines de tournées différentes et des événements uniques, collaborer avec d'autres musiciens le temps d'un album ou d'une tournée, ça aide énormément à être inspiré. Et ça montre aussi une chose, une remise en question constante, un refus catégorique du statu quo, qui, on l'a vu pendant notre analyse historique, leur a permis de gagner ce côté intemporel une fois qu'ils ont su faire la paix avec leur ego et les tentations de l'industrie, bien sûr. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là, juste après Nimrod, que Green Day a peut-être trouvé la recette du succès. Non pas dans les meilleures productions et un matraquage médiatique, mais dans une simplicité presque banale. Le fait d'avoir des side projects plus confidentiels, d'avoir choisi de continuer à vivre à Auckland, et d'avoir renoué avec les petites salles locales qui les avaient vus débuter quelques années auparavant, ça leur a apporté une authenticité. Authenticité qu'on ne retrouve normalement que dans les premiers albums de groupes qui sont devenus maintenant très connus, avant que la médiatisation et les sirènes de la gloire ne les éloignent des réalités. Grâce à leur remise en question des années 2000, le groupe a continué à taper juste. Dans leur son, qui reste abordable, mais surtout dans leur texte. Chez eux, je le disais plus tôt, chaque morceau a un sens lié à leur vécu. En fait, non, plus loin que ça, ils ont un sens profond auquel tout le monde peut s'identifier. Ils parlent de la vraie vie, des rêves, des frustrations, tentations, désillusions, d'abord d'adolescents, puis de jeunes adultes, et enfin de pères de famille. Écoutez la discographie de Green Day, et en analyser les paroles, c'est sur un chemin de vie. Rien de tout rose, ou de tout gris, mais une vie normale, remplie de hauts et de bas. En enlevant le côté rockstar, on s'entend. Green Day, au-delà de tout ça, si on devait le résumer, ça reste aussi 3 amis qui s'amusent ensemble depuis plus de 30 ans, osant tous les ponts et les expérimentations, parfois avec, parfois sans succès, mais toujours avec une honnêteté enfantine et une volonté intarissable d'y retourner. Si vous deviez prendre un exemple sur eux, gardez bien en tête ces deux qualités. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous atteindrez votre punk rad. Ouais, ça sonne pas ouf, paradis c'est très bien. One